Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre attention et je vous prie de bien vouloir appeler à la barre le professeur Alain Pellet pour qu'il poursuive notre présentation. Je vous remercie. Je remercie M. François Laprune, l'agent de la France, et je donne la parole au professeur Alain Pellet. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, nos contradicteurs se sont montrés hier d'une discrétion remarquable sur la compétence qu'ils attribuent à la Cour. Sir Michael s'est borné à rappeler, en citant votre ordonnance du 3 mars 2014 dans l'affaire opposant Timor-Leste à l'Australie, que, je cite, « La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée. » Ayant cité cet extrait, Sir Michael s'est borné à renvoyer à la requête et à la demande en indication de mesures conservatoires de la Guinée équatoriale. Dans ses écritures, l'État requérant se borne à prétendre fonder la compétence de la Cour sur l'article 35 de la Convention sur la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 novembre 2000, traité que l'on appelle communément la Convention de Palerme, et sur le protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Or, il se trouve que ni l'un ni l'autre de ces instruments ne peuvent être considérés comme offrant une base crédible à l'exercice de votre compétence. Certes, une lecture superficielle de ces textes pourrait donner à penser le contraire, du moins pour une partie de la requête de la Guinée équatoriale. Mais d'une part, en effet, vous ne sauriez raisonner globalement, et il est manifeste que les demandes de l'État requérant concernant les immunités auxquelles M. Teodoro Nguema Obiang Mangue pourrait prétendre n'entrent pas dans les prévisions de ces instruments. Et d'autre part, s'agissant des autres aspects de la requête, ou plutôt de l'autre aspect, car il s'agit exclusivement du statut de la prétendue mission diplomatique de la Guinée équatoriale à Paris, la simple mention d'une clause de juridiction ne suffit pas à établir votre compétence, fût-ce prima facie. Dans les circonstances de l'espèce, ces demandes sont non seulement invraisemblables, mais très évidemment abusives. Monsieur le Président, je commence par les évidences textuelles, et puisqu'il s'agit d'évidences, on peut et on doit être bref, et je le serai. Une remarque préliminaire tout de même. L'objet du différend que la Guinée équatoriale prétend soumettre à la Cour a été décrit hier matin par Sir Michael de la manière suivante, je le cite. The case concerns the application as between Equatorial Guinea and France of fundamental principles and rules of international law, among them the sovereign equality of states, non-intervention in the internal affairs of states, the immunity of certain holders of high-ranking office in the state, and the status of the premises of diplomatic missions and of state property. All of these principles and rules are essential for the conduct of peaceful relations among states. End of quote. Votre compétence, mesdames et messieurs les juges, ne saurait dépendre de l'importance des principes en cause. Le seul fait que des droits et obligations erga omnes, ou même des normes impératives du droit international général soient en cause dans un différend, ne saurait donner compétence à la Cour pour connaître de ce différend. En vertu du statut de la Cour, et je continue à citer votre arrêt de 2006 dans l'affaire des activités armées, en vertu du statut de la Cour, cette compétence est toujours fondée sur le consentement des parties. La Cour
n'a de juridiction à l'égard des États que dans la mesure où ceux-ci y ont consenti. Or, si la Guinée équatoriale prétend baser votre compétence sur les deux instruments que j'ai cités, le protocole à la Convention de 61 sur les relations diplomatiques et la Convention de Palerme, la Guinée équatoriale invoque également la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles de l'État de 2004, qu'elle n'a ni signée ni ratifiée, et qui n'est aussi plus pas entrée en vigueur. Et d'ailleurs, peu importe que cet instrument reflète ou non les règles de droit international coutumier gouvernant les immunités des États en matière de saisie de leurs biens, comme l'affirme la Guinée équatoriale dans sa requête, il n'existe pas davantage de fondement à l'application par la Cour en la présente espèce du droit international général sur lequel pourtant la Guinée équatoriale se fonde copieusement. Elle le reconnaît d'ailleurs expressément. Après avoir cité le principe de l'égalité souveraine qui semble former une des armatures de ses plaintes et avoir cité les deux instruments conventionnels que j'ai mentionnés, la Guinée équatoriale affirme au paragraphe 36 de sa requête et dans ses plaidoiries orales, dans le présent différend s'applique également le droit international général. Elle évoque en effet abondamment, tant dans sa requête initiale que dans sa demande en indication de mesures conservatoires et dans ses plaidoiries d'hier. Elle le fait en particulier à l'appui de deux de ses demandes. En premier lieu, la Guinée équatoriale tente d'étendre l'application de l'immunité juridictionnelle des diplomates à M. Obiang, au prétexte qu'en droit international coutumier, je cite, « certaines personnes occupant un rang élevé dans l'État en bénéficient. » Monsieur le Président, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la question. Ni le protocole de 1961, ni la Convention de 2000 n'ont la moindre pertinence à cet égard. Or, ce sont les seules bases de compétences invoquées en la présente instance. Et je me permets d'insister, Monsieur le Président, car ceci est particulièrement important et je dirais même décisif. L'essentiel du cas de la Guinée équatoriale repose sur cela. Les faits qu'elle reproche à la France seraient internationalement illicites car ils violeraient l'immunité juridictionnelle du vice-président. Mais celui-ci n'est pas un diplomate, il est le vice-président, une fonction qui n'entre pas dans le champ d'application de la Convention de Vienne de 1961. Et ceci rend dès lors inopérant le protocole dont l'article 1er précise que seuls les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice. Il n'est pas plus pertinent, il n'est pas plus pertinent de se poser la question de savoir si M. Obiang, en tant que vice-président, pourrait bénéficier des immunités de la Troïka, celles qui sont reconnues au chef de l'État, au chef du gouvernement ou au ministre des Affaires étrangères. Il n'est ni ceci ni cela, et une telle extension paraît plus que douteuse. Mais de toute manière, la question est hors sujet. Si elle se posait, ce ne pourrait être qu'au regard du droit international coutumier qu'invite en effet la Guinée équatoriale à cet égard. Or, elle ne peut se prévaloir d'aucune base de compétence qui vous permettrait de vous prononcer sur ce point et elle n'en allègue en effet aucune. En second lieu, l'État demandeur vous prie de faire respecter, je cite, « les principes de l'égalité souveraine des États et de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États, dont le prétendu non-respect fait l'objet de la première conclusion
formulée dans la requête de la Guinée équatoriale et est également mentionnée dans la demande en indication de mesures conservatoires. Cette prétention se heurte à la même objection que la précédente. La Guinée équatoriale ne peut invoquer aucune clause de compétence qui permettrait à la Cour de se prononcer sur ces allégations. Il est vrai que nos contradicteurs tentent de rattacher cette demande à la Convention de Palerme, qui, en son article 4, intitulé « Protection de la souveraineté », dispose, je le cite, « Les États parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États. » Fin de citation. Mais il s'agit là d'une directive générale qui éclaire la manière dont les autres dispositions du traité doivent être exécutées, mais qui n'impose pas aux États d'obligations spécifiques dont les autres parties à la Convention pourraient invoquer la violation devant la Cour d'océan. Comme celle-ci l'a dit au sujet de l'article 1er du traité d'amitié, de commerce et de droit consulaire de 1955 entre les États-Unis et l'Iran, l'objet et le but de cet instrument, je cite, n'était pas d'organiser les relations pacifiques et amicales entre les deux États de manière générale. L'article 1er, toujours du traité de 1955, ne saurait dès lors être interprété comme incorporant dans le traité l'ensemble des dispositions du droit international concernant de telles relations. Fin de citation. Eh bien, il en va de même ici. L'objet et le but de la Convention de Palerme n'est pas de protéger la souveraineté des États parties d'une manière générale. Il n'est pas non plus de conventionnaliser l'interdiction de l'intervention dans les affaires intérieures des autres États. La référence à ces principes, dans l'article 4, indique la manière dont les autres dispositions doivent être appliquées. Il peut servir à leur interprétation, mais en aucune manière il ne saurait fonder de manière autonome la compétence de la Cour. Mais interpréter, cela ne veut pas dire neutraliser ou empêcher la réalisation du but et de l'objet de la Convention. Pour les atteindre, la Convention de Palerme impose aux États parties d'adopter les mesures législatives nécessaires pour incriminer, et rendre passibles de sanctions les infractions de nature transnationale qu'elle définit, notamment le blanchiment, lorsque ces infractions sont commises sur leur territoire. Mais la Convention ne saurait constituer par elle-même et ne constitue pas une base de compétences pour l'exercice de la juridiction pénale. Du reste, les poursuites contre M. Obiang n'ont pas été engagées sur le fondement de cette Convention. Et je mets au défi nos contradicteurs d'en citer une seule disposition, une seule, qui soit applicable en l'espèce. Il paraît donc très évident que la Cour n'a aucune compétence pour connaître les demandes de la Guinée équatoriale concernant la prétendue violation de la souveraineté ou la tout aussi prétendue intervention de la France dans ses affaires intérieures, celle de la Convention de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États, quand bien même on considérerait que ces dispositions reflètent des règles coutumières, ou les atteintes aux immunités juridictionnelles dont se prévaut M. Obiang, qui ne sont garanties ni par la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques, il n'est pas diplomate, ni, à plus forte raison, par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée. À tous ces points de vue, vous ne pouvez, mesdames et messieurs les juges, que constater votre incompétence prima facie, ce qui entraîne évidemment le rejet des mesures conservatoires correspondantes demandées par la Guinée équatoriale. Et cela concerne dans son intégralité
le volet immunité et procédure pénale de l'affaire, pour reprendre le titre que vous lui avez donné, et donc le rejet de la première des mesures conservatoires demandées. Cette constatation d'incompétence prima facie de la Cour pour se prononcer sur les demandes de la Guinée équatoriale concernant les immunités prétendues de M. Obiang rejaillit, si je peux dire, sur le sort des demandes relatives à l'immeuble du 42 avenue Foch. Comme l'a dit mon excellent collègue et ami Maurice Kemto, je le cite, « Le sort de l'immeuble C42 avenue Foch est inextricablement lié à celui du vice-président de la Guinée équatoriale. » Et mon également très bon ami, mais pas collègue, Sir Michael, de renchérir, je le cite, « The request that the inviolability and immunity of the building at 42 Avenue Foch be respected is intimately linked to the rights at issue in this case regarding the building. » End of quote. Et en effet, comme l'agent de la France l'a expliqué il y a quelques instants, il n'existe aucun risque de confiscation puis de vente de l'immeuble aussi longtemps que la condamnation de M. Obiang pour blanchiment n'est pas définitivement acquise. Dans la mesure où la seconde demande dépend de la première, pour laquelle vous n'avez prima facie très évidemment pas compétence, cette incompétence s'étend à la seconde, qui par ailleurs ne présente aucun caractère d'urgence, comme Hervé Asensio va le montrer dans un petit moment. Au demeurant, mesdames et messieurs de la Cour, votre incompétence pour connaître le volet 42 avenue Foch de l'affaire de la Guinée équatoriale, que la Guinée équatoriale a cru bon de vous soumettre, peut être établie plus directement. La demande de la Guinée équatoriale à cet égard est par elle-même non plausible et abusive. Monsieur le Président, une chronologie que je ferai plus rapide que celle que vous a présentée l'agent de la République, une chronologie rapide sera plus parlante, je crois, que de longs discours. 2007. Ouverture d'une enquête pour recel de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance et recel. In fine, seule sera retenue l'accusation de blanchiment par l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, ordonnance du 5 septembre 2016. 3 décembre 2010, 2 juges sont désignés comme magistrats instructeurs. En septembre 2011, Madame Bindang Obiang est nommée représentante permanente auprès de l'UNESCO. Elle réside 46 rue des Bellefeuilles à Paris. C'est une belle adresse aussi, mais ce n'est pas très loin du 42 avenue Foch. Mais ce n'est pas 42 avenue Foch. Le 28 septembre et le 3 octobre, 18 véhicules, dont 2 Ferrari, 2 Bentley, une Maserati, 3 Bugatti, une Porsche et quelques autres Aston Martin ou Mercedes appartenant à M. Obiang sont saisis dans le jardin du 40-42 avenue Foch. En septembre, l'immeuble semble avoir été cédé précipitamment à la République de Guinée équatoriale après le déclenchement des poursuites contre M. Teodoro Obiang. Le prétendu changement d'affectation de l'immeuble, ne sera toutefois notifié que le 4 octobre au ministère des Affaires étrangères. Toujours le 4 octobre, des membres du personnel de l'ambassade se rendent 42 avenue Foch pour apposer des affichettes de fortune indiquant de manière un peu pathétique « République de Guinée équatoriale », locaux de l'ambassade, formule visiblement téléguidée par les juristes auxquels la Guinée équatoriale s'était très probablement adressée. Dans une note verbale
du 17 octobre 2011, l'ambassade ne présentait plus l'hôtel particulier comme faisant partie de la mission diplomatique. L'immeuble du 42 avenue Foch était décrit cette fois comme la résidence de Madame Bindang Obiang, déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Le 18 octobre, toujours 2011, passation de pouvoir entre l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, rappelé précipitamment à Malabo, et Madame Mariola Bindang Obiang, je crois que c'est Manola, Bindang Obiang, qui assure l'intérim. Intérim que la France ne peut valider car incompatible avec l'article 61 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La scène de passation de pouvoir ne se passe toujours pas 42 avenue Foch, mais 29 boulevard de Courcelles, adresse, comme l'a dit l'agent, adresse traditionnelle de l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris. L'UNESCO, pourtant concernée au premier chef, ne sera informé du soudain et prétendu changement de résidence de Madame Bindang Obiang que le 14 février 2012, premier jour des perquisitions diligentées par les autorités judiciaires françaises au 42 avenue Foch. 14 février 2012, le président Obiang indique dans une lettre adressée au président Sarkozy que l'immeuble appartenait bien à son fils. Une perquisition est effectuée dans l'hôtel particulier de l'avenue Foch les 14, 15 et 16 février 2012. Le 15 février, note verbale par laquelle l'ambassade de Guinée équatoriale en France informe le ministère des Affaires étrangères que ce bien était sa propriété pour laquelle il souhaitait une protection policière. Le 16 février 2012, le ministère des Relations extérieures de Guinée équatoriale sollicite l'agrément des autorités françaises à la nomination de Madame Bindang Obiang comme ambassadeur de la République de Guinée équatoriale en France. Dans le CV joint à cette demande, le lieu de résidence indiqué est 46 rue des Bellefeuilles, Paris 16e. Madame Bindang Obiang est nommée ambassadeur de Guinée équatoriale en France le 21 mars 2012. Le 27 juillet, la direction du protocole du Quai d'Orsay reçoit une note émanant de l'ambassade de Guinée équatoriale indiquant que, je cite, « Les services de l'ambassade sont à partir du 27 juillet 2012 installés à l'adresse 6 42 avenue Foch, Paris 16e, immeuble qu'elle utilise désormais, donc à partir du 27 juillet 2012, immeuble qu'elle utilise désormais pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique en France. À partir de l'été 2012, les services de l'ambassade de Guinée équatoriale en France semblent avoir été effectivement transférés à cette adresse. J'ajoute, mais l'agent de la République l'a déjà dit, j'ajoute que si la Guinée équatoriale a sollicité durant cette période les exemptions fiscales auxquelles elle a droit en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques pour son ambassade, 6 boulevard de Courcelles, elle n'a jamais formulé à l'époque une telle demande s'agissant du 42 avenue Foch. Monsieur le Président, je crois que cette chronologie se suffit à elle-même. Il en résulte à l'évidence que l'immeuble de l'avenue Foch ne relevait pas, à la date critique, de locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale à Paris et qu'ils ont été déguisés dans la précipitation et dans une certaine improvisation, tantôt en résidence du représentant permanent auprès de l'UNESCO, tantôt en ambassade de la Guinée équatoriale en France. Mais ceci ne saurait dissimuler le fait qu'ils n'ont jamais acquis en droit la qualité de locaux de la mission. Au même titre que les biens meubles qui y ont été saisis, l'immeuble du 42 avenue Foch est un bien privé et un bien soupçonné d'être le fruit de blanchiment d'argent. Monsieur le Président, je l'ai déjà rappelé,
La Cour, avec la prudence polie qui la caractérise ordinairement, lorsqu'il s'agit de donner un titre à une affaire dont elle est saisie, a intitulé celle-ci « Immunités et procédures pénales ». C'est de la bonne diplomatie judiciaire et nous ne critiquons pas cela. Mais chacun le sait, le langage diplomatique relève de l'art de ne pas indisposer, et la Cour a de bonnes raisons pour ménager les parties. Mais la presse, qui s'embarrasse de moins de scrupules terminologiques, la presse désigne cette affaire d'un nom moins poliment neutre, c'est celle des biens mal acquis. Elle veut signaler par là que cette affaire concerne des biens dont les juges instructeurs ont considéré qu'ils ont été acquis par le biais du blanchiment d'argent sale, ce qui les a conduits à estimer que les charges pesant sur M. Obiang sont suffisamment graves pour demander son renvoi devant le tribunal correctionnel. Son renvoi devant le tribunal correctionnel, mais rien de plus. La France est un État de droit et la présomption d'innocence y est respectée. Mais ce qui reste certain, c'est que, bien ou mal acquis, les biens saisis dans l'enceinte du 42 avenue Foch ne constituaient pas, de quelque manière que ce soit, des biens d'une mission diplomatique, qu'il s'agisse d'œuvres d'art, de costumes de grands couturiers, innombrables, ou de voitures de grand prix, Maserati, Ferrari ou Bugatti Veyron, entre 1 et 2 millions de pièces, et il y en avait 3, entreposées dans le jardin. Aucune demande de plaque diplomatique n'a d'ailleurs jamais été faite pour ces voitures. Il en va de même s'agissant de l'hôtel particulier de 4000 mètres carrés sur l'avenue Foch, la plus chère de Paris. Tous ces biens, qu'il s'agisse des biens meubles ou de l'immeuble dont vous voyez des photos à l'écran, ont la même fonction. Satisfaire le besoin compulsif d'acheter qui taraude non pas le ministre Obiang, non pas le vice-président Obiang, qu'il soit le second ou le premier, mais M. Théodoro Nguema Obiang Mangué, car toutes ces dépenses n'ont évidemment rien à voir avec les éminentes fonctions qu'il occupe ou qu'il a occupées. Il s'agit d'achats purement privés, faits à des fins purement privées et financés formellement par des fonds privés, même s'ils proviennent peut-être du blanchiment que le Code pénal français définit comme, je cite, « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. » Mais de toute façon, cela ne transforme pas ces biens privés en biens publics. L'hôtel particulier de l'avenue Foch a été acquis par M. Obiang à titre privé, via l'interposition de sociétés suisses, comme cela a pu être clairement établi au cours de l'instruction. Cet immeuble n'avait à l'évidence, lorsque les poursuites ont été lancées, pas vocation à bénéficier de la protection qu'accorde la Convention de 1961 aux locaux d'une mission diplomatique. Le prétendre, c'est commettre un très grossier abus de droit. Il est du reste tout aussi évident qu'il n'est pas devenu un immeuble à usage diplomatique. Une boîte de nuit avec écran de cinéma, un bar, une chambre de 100 mètres carrés, une salle de sport, un salon oriental, un salon de coiffure. Tout cela ne se prête guère aux activités habituelles d'une ambassade et est assez insolite même pour la résidence d'un ambassadeur, mais de toute façon, la Guinée équatoriale ne prétend plus que ce soit le cas de l'immeuble du 42 avenue Foch. Certes, au terme de l'article 22
de la Convention sur les relations diplomatiques, les locaux de la mission et les objets qui s'y trouvent jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution. Encore faut-il qu'il s'agisse de locaux de la mission, expression que l'article premièrement petit i de la Convention de Vienne définit comme les, je cite, les bâtiments ou parties de bâtiments ou du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de mission. Il ne l'était évidemment pas avant le maquillage juridique auquel a tenté de se livrer la Guinée équatoriale, en nommant catastrophe M. Obiang, représentant permanent adjoint auprès de l'UNESCO, alors même qu'il demeurait ministre de l'Agriculture et des Forêts. Bien que cette nomination ne semble pas avoir été formalisée, en tout cas, le service du protocole du Quai d'Orsay n'a jamais reçu de notification pourtant obligatoire à cette fin. Mais le simple fait de cette nomination ou tentative de nomination témoigne clairement de la volonté de la Guinée équatoriale de déguiser un immeuble privé en un bien public à usage diplomatique. Cela s'appelle un détournement de procédure, un abuse of process. Les affichettes sont un autre épisode parmi beaucoup d'autres qui conforte cette conclusion. Du reste, les officiers de police judiciaire qui ont procédé aux perquisitions de l'immeuble en février 2012 n'y ont découvert aucun document officiel de la Guinée équatoriale ou de sa mission diplomatique en France, et il résulte des témoignages recueillis lors de l'enquête qu'il n'y avait en effet jamais eu ni de documents, ni d'activité diplomatique dans ce vaste bâtiment jusqu'à l'été 2012. Monsieur le Président, il est tout à fait clair, il est clair prima facie que la prétendue transformation de l'immeuble du 42 avenue Foch en mission diplomatique est un pur habillage juridique, pour reprendre la très juste expression des juges d'instruction dans l'ordonnance du 5 septembre 2016. Intervenue après la naissance du différend, cette tentative n'est bien sûr pas susceptible de modifier la nature de l'immeuble, et votre saisine est, si je puis dire, une fraude grossière à votre compétence que vous ne sauriez exercer prima facie, sauf à valider un abus évident de procédure juridictionnelle. Monsieur le Président, il ne suffit pas d'invoquer des dispositions conventionnelles constituant des bases de compétences vaguement possibles de la Cour. Encore faut-il qu'elles soient plausibles. Dans l'affaire des plateformes pétrolières, la haute juridiction a posé avec fermeté le principe du fumus boni juris dans un arrêt se prononçant sur une exception préliminaire. Puis vous en avez étendu l'exigence aux demandes en indication de mesures conservatoires dans vos ordonnances du 2 juin 1999, rendues dans les affaires relatives à la licéité de l'emploi de la force opposant la Yougoslavie à 10 pays de l'OTAN, et je cite votre ordonnance, à l'effet d'établir, même prima facie, si un différend au sens de l'article 9 de la Convention sur le génocide existe, la Cour ne peut se borner à constater que l'une des parties soutient que la Convention s'applique, alors que l'autre le nie. Et au cas particulier, elle doit rechercher si les violations de la Convention alléguées par la Yougoslavie sont susceptibles d'entrer dans les prévisions de cet instrument, et si par suite le différend est de ceux que la Cour pourrait avoir compétence pour connaître, rationner, matérier, par application de l'article 9 de la Convention sur le génocide. Fin de citation. Ce test de la plausibilité est maintenant bien ancré dans la jurisprudence de la Cour en matière de mesures conservatoires. Je vous cite à nouveau, cette fois l'ordonnance de 2009 sur l'obligation de poursuivre ou d'extrader. Un lien doit donc être établi entre les mesures conservatoires sollicitées et les droits qui font l'objet de l'instance pendante devant la Cour sur le fond de l'affaire. Le pouvoir de la Cour d'indiquer des mesures conservatoires ne devrait être exercé que si les droits allégués par une partie apparaissent au moins plausibles.
Sur le principe, la Guinée équatoriale n'en disconvient pas. Mais pour ce qui est de son application à l'espèce, c'est une autre affaire. Or, il est évident que les droits invoqués par la Guinée équatoriale ne fleurent nullement le bon droit. Elles ne présentent pas une once de vraisemblance. Je l'ai montré, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et son protocole s'appliquent aux diplomates. M. Obiang ne l'est pas. De même, la Convention de Vienne concernant les locaux d'une mission diplomatique s'applique à une mission diplomatique. Or, il est incontestable que l'immeuble du 42 avenue Foch ne relevait pas de cette catégorie à la date de sa saisie, et lui reconnaître aujourd'hui la qualité de local de la mission, ce serait consacrer le fait accompli résultant d'un abus de droit flagrant et évident. La Convention de 2004 sur les immunités juridictionnelles de l'État n'est pas en vigueur. Celle de 2000 sur la criminalité transnationale ne comporte aucune clause d'immunité et n'a, de toute manière, pas vocation à permettre le déclenchement de poursuites pénales. Pas davantage qu'elle n'offre une base de compétences à un État partie pour intenter des actions contre un autre État partie au sujet de prétendues violations de sa souveraineté ou du principe de non-intervention. Utiliser la voie de la demande en indication de mesures conservatoires pour ralentir ou empêcher des poursuites pénales qui, ni prima, ni seconda facie, ne peuvent être rattachées à une base de compétences crédible de la Cour, constitue bien un détournement de la procédure des mesures conservatoires. Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater non seulement qu'elle n'a pas compétence prima facie pour se prononcer sur la requête dont la Guinée équatoriale l'a saisie, mais encore que cette saisine même est un cas flagrant de détournement de procédure qui doit entraîner le retrait de l'affaire du rôle de la Cour. Il n'est pas douteux, mesdames et messieurs les juges, que vous bénéficiez d'une certaine marge d'appréciation en matière de mesures conservatoires, qu'il s'agisse de leur prononcé ou, si vous en indiquez, de leur contenu. Cela est très apparent dans le texte de l'article 41 du statut lui-même, qui confère à la Cour, je le cite, le pouvoir d'indiquer quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire si elle estime que les circonstances l'exigent. L'article 75 du règlement confirme la large latitude dont dispose la Cour à cet égard, en l'autorisant à examiner d'office l'opportunité de mesures conservatoires ou à indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées. Et votre jurisprudence l'atteste également, vous n'avez jamais hésité à vous écarter des mesures demandées par les parties ou à en indiquer de votre cru. Nous sommes convaincus, mesdames et messieurs les juges, que si, par impossible, vous refusiez de rayer l'affaire du rôle et acceptiez de vous prononcer sur les demandes équato-guinéennes, ce ne pourrait être que pour les rejeter. Vous auriez à cœur, dans l'exercice de votre pouvoir d'appréciation, de mettre en balance, d'une part, les bénéfices inexistants qui résulteraient pour la Guinée équatoriale de l'indication de mesures conservatoires qu'elle vous prie d'indiquer, et d'autre part, les très graves difficultés que rencontrerait la France pour les mettre en œuvre pour les raisons que l'agent de la République a évoquées au début de sa présentation. Étant rappelé que lorsque vous prononcez une demande en indication de mesures conservatoires, il vous appartient de protéger les droits des deux parties, de chacune des deux parties. Ceux de la Guinée équatoriale ne sont nullement menacés, en tout cas dans l'immédiat, et sans aucun doute, jusqu'au prononcé de votre arrêt. Monsieur le Président, je sais bien que le droit et la morale sont deux choses distinctes, mais il y a des limites. Dans notre affaire, elles sont franchies. Je suis convaincu que la Cour ne perdra pas ceci de vue.
Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre attention renouvelée. Monsieur le Président, puis-je vous demander de donner la parole au professeur Arsencio qui montrera que les autres conditions nécessaires à l'indication de mesures conservatoires, le risque de préjudice irréparable et l'urgence d'y parer, ne sont de toute manière pas non plus réunies. Je remercie le professeur Alain Pellet